Donc normalement, si je fais ceci, Super, ça marche. ok, super. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup pour votre patience. Je vais commencer sans transition. En revenant sur les pratiques finalement assez récentes, malgré tout, d'écrivains et d'écrivaines qui sont présents sur YouTube. Ces dernières années, beaucoup d'écrivains et écrivaines s'emparent du format vidéo et de la publication sur YouTube pour proposer de nouvelles formes d'écriture. Cette littérature, ou littératube, pour reprendre ici le néologisme de Gilles Bonnet, je vais fermer ça qui doit vous gêner, voilà, à la fois donc multimédia et plateformisée, entraîne une reconfiguration d'ensemble des pratiques littéraires et sociales de l'écrivain. C'est ce qui va m'intéresser particulièrement aujourd'hui sur les 25 minutes qu'il me reste. Alors que son ethos semblait jusqu'à présent reposer sur un régime de singularité, et je reprends ici évidemment le terme de Nathalie Heinick, un régime de singularité validé par l'industrie littéraire et le système de reconnaissance qui lui est propre, je souhaiterais aujourd'hui interroger la façon dont l'usage de YouTube, dans ses fonctions d'hébergeur de contenu, mais aussi, et c'est important, de réseau social, amène l'écrivain à réélaborer son mode d'existence et de légitimation. Je ne pourrais évidemment pas couvrir de façon exhaustive le corpus, qui est par définition ouvert et évolutif, d'écrivains et d'écrivaines présents sur YouTube. Cependant, celles et ceux que je citerai aujourd'hui se retrouvent dans un répertoire en ligne que nous avons réalisé assez récemment, collectivement, sur le site dont vous avez ici le lien, littératube.net, et qui est un site lui-même réalisé dans le cadre de ces fameuses rencontres à Évry qui auront donc lieu la semaine prochaine et qui est piloté par un comité. Donc vous pourrez aller voir en ligne, hein, il y a un répertoire constamment enrichi dans lequel vous pouvez retrouver je crois là maintenant une soixantaine de chaînes d'écrivaines et d'écrivains YouTube. Je me dois également de préciser, même si Alexandre en a généreusement fait mention, que ma position est celle de l'observation participante, dans la mesure où je me trouve moi-même engagée dans cette communauté de littératube et dans ses pratiques. Alors la première question à poser, qui est assez évidente et assez ancienne, serait sans doute celle-ci: comment être écrivain sans livre? De quelle façon la figure auctoriale peut-elle encore se constituer et surtout se légitimer, indépendamment du médium livresque et de l'autorité qui lui est associée? Car par l'emploi et voire à certains égards le contre-emploi, j'y reviendrai, de la plateforme YouTube, il s'agit bien d'être écrivain, mais par-delà l'imaginaire médiatique propre à l'écrit et à son modèle économique, tel qu'il a façonné dans nos sociétés le concept moderne d'auteur. En considérant le faire vidéo comme une équivalence à l'écriture, c'est non seulement le support et la matérialité de l'objet littéraire qui évolue, puisque on passe du papier à l'écran, du texte au multimédia, mais c'est aussi le geste d'écriture lui-même qui est réinterrogé, hybridé, puisque l'écrivain n'est plus seulement uniquement celui qui écrit, il est aussi celui qui enregistre, qui filme, qui oralise, qui performe, etc. L'écrit est réduit à une des formes textuelles possibles, à une des couches sémiotiques composant le tissage multimodal de la vidéo-écriture. Parfois, c'est d'ailleurs à peine si la vidéo garde trace d'une forme scripturale. Alors, je voulais commencer par vous montrer 3 extraits de vidéos d'auteurs, d'autrices différentes, de manière à vous exposer un petit peu ce travail, parce qu'il n'est pas forcément connu, il s'agit quand même d'une niche littéraire, si on peut malgré tout l'appeler littéraire. Donc je vais commencer par l'extrait d'une vidéo de Mylène Farnier, poète, qui fait énormément de vidéos poèmes, quasiment quotidiennement depuis plusieurs années. Et cette vidéo-là est assez récente, elle a été faite au début de la guerre en Ukraine, vous le reconnaîtrez, et elle s'appelle « Et qu'ils oublient peut-être comment étaient les arbres quand ils étaient bombardés ».
Donc je vous mets un court extrait en espérant que vous ayez le son. Si par hasard vous n'avez pas le son, n'hésitez pas à hurler et puis j'arrêterai la vidéo et je vous laisserai aller peut-être visionner par vous-même par la suite pour pas perdre plus de temps. La guerre était aux portes, encore un peu loin de nos pieds. Et comme l'averse prête à la statue son suspense parmi l'immobilité, la guerre nous désarmait. Suspense, grenade. Nos centres, secoués, ou que décalés, c'est du près encore loin. Si la différence entre l'humain et la statue, c'est le parapluie. Comme la différence entre la paix et la guerre, c'est qu'on ne suffise plus les rivières pour protéger. Et qu'il faut devenir la goutte pour devenir la chute. Bon, j'arrête là cette vidéo. Vous avez pu avoir le son. Tout à fait. Dans la salle, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Bien, oui. Alexandre, est-ce que vous êtes encore là? C'est parce que j'ai en même temps des commentaires sur les réseaux sociaux de ta communication. Oui, tout va bien, on a eu le son, tout s'est bien passé, on est en multimodal, absolument. D'accord. Donc tout va bien, alors je peux continuer. Alors, deuxième extrait, cette fois-ci, L'espace d'un instant de Pierre Ménard. Là encore, je sais que c'est un peu frustrant, ce sont des extraits très brefs. L'idée, c'est que vous puissiez ensuite aller voir la suite de la vidéo. Et je ne commenterai pas non plus ces extraits, mais c'est vous montrer des pratiques un petit peu variées, notamment dans la place qui est donnée au texte, à l'écrit ou à la parole. Donc ici, L'espace d'un instant de Pierre Ménard. Une discussion au téléphone. Les pleurs d'une inconnue. Les lignes de la main. Un homme endormi au petit matin dans une chambre d'hôtel. Le paysage qui défile à travers les fenêtres d'un train. Les jeux de regard complices entre amis dans le rétroviseur d'une voiture. Le regard que l'on porte sur soi dans un miroir. Le sentiment de liberté ressenti par des enfants dans une course effrénée. Caresser de son doigt les lèvres d'une femme qui sourit. Un homme qui progresse dans la jungle à l'aide de sa seule lampe torche. Fumer une cigarette allongée dans son bain. Un paysage traversé comme un rêve éveillé. La proximité inédite, insolite de deux personnes dans un métro bondé, face à face. La photographie ancienne d'un portrait d'enfant. Les sensations liées au lavage de ses cheveux chez le coiffeur. L'odeur de brûlé encore tenace. Assez brutalement, pardon. Je vous montre un dernier extrait que je trouve intéressant parce que là aussi on est sur des choix esthétiques différents. Nous les arbres de Caroline Diaz, que vous retrouverez également sur sa chaîne, que je vous affiche ici en haut de la vidéo. Nous, les arbres, nous, les pins secs, ombrons le sol sablonneux. Nos aiguilles s'épandent en chantier des immobiles sous l'air menaçant. Nous, les arbres, l'éclat brut, nous, les pins secs, perforent aussi, ombrons le sol sablonneux, posent en taches claires à nos pieds. Nos aiguilles s'épandent en chantiers et immobiles sous l'air menaçant. L'éclat brut du jour perfore nos cimes, se pose en taches claires à nos pieds. Illumine en dansant le piétement métallique d'une table de camping. Un terrain de pétanque improvisé, le front d'une fillette alignant les pelotes de mer qu'elle a glanées sur la plage. Nous nous accoutumons à la présence joyeuse de ceux-là, leur pique-nique bruyant, leur café noir, leur partie de cartes. Nous écoutons les secrets chuchotés derrière notre ombre, le front d'une fillette. Voilà, j'espère que vous avez entendu le son. Absolument. Le texte est dit et non pas écrit. Nous, les arbres.
Euh, Mais on peut voir à travers déjà ces maigres exemples, maigres parce que je les ai coupés, hein, que finalement l'écrivain n'est plus forcément celui qui écrit, mais pourrait-on dire celui qui fait acte de parole dans le cadre technique de la vidéo. Parmi les multiples reconfigurations de la figure d'auteur auxquelles se prête l'espace numérique, il faudrait donc considérer YouTube comme un nouvel lieu d'existence et de légitimation spécifique. On peut en effet supposer que le choix fait par l'écrivain de publier sur cette plateforme plutôt que sur son site personnel ou sur d'autres hébergeurs de contenu, comme Vimeo, qui d'ailleurs ne compresse pas la vidéo, ou en tout cas beaucoup moins que ne l'impose YouTube, Dailymotion et d'autres, est loin d'être neutre. Comme le souligne Marine Siguier, YouTube est par excellence un espace médiatique de pratiques ludiques, je la cite, qui mobilise une forte culture de la trivialité, de la participation et de la collectivité. Fin de la citation. En inscrivant des enjeux littéraires au sein d'une culture audiovisuelle et numérique, il permet de renouveler les représentations traditionnelles sacralisantes de l'objet littéraire et, conséquemment, de l'auteur. L'éthos de l'écrivain, construit jusqu'ici sur le régime de la singularité et, on pourrait même aller jusqu'à dire, même si c'est d'une façon très traditionnelle, sur l'aura vocationnelle, tend ainsi à glisser avec YouTube plutôt vers l'éthos du bricoleur. C'est du moins ce que j'aimerais discuter aujourd'hui. La coexistence assumée d'une expertise littéraire et de pratiques plus amatrices, appelées par la prise en main des technologies numériques, inscrit d'emblée la vidéoécriture dans l'héritage d'un do-it-yourself numérique. L'écrivain qui fait du YouTube, pour reprendre une formule de François Bon, ne se revendique pas plus cinéaste que réalisateur, monteur ou ingénieur son. Ses compétences audiovisuelles peuvent être minimales tant qu'elles sont mises au service de la parole qu'elles portent. Ainsi retrouve-t-on chez les écrivains un usage de la technique assez spécifique aux pratiques des youtubeurs, par exemple filmer avec son téléphone, ce que font Mylène Tournier, Anne Matt, j'en cite certains parmi d'autres, encore une fois vous pourrez les retrouver dans le répertoire en ligne. Également, comme pratique YouTube, se filmer chez soi, c'est ce qu'on a en face caméra avec François Bon, c'est ce qu'on a cette fois-ci dans cet intérieur, soit de la maison, soit du jardin avec Michel Brosseau dans son journal filmé, ou en se déplaçant à la façon d'un vlog, comme le fait Arnaud de la Cotte, parler en soft-spoken proche du micro, ce que font Gracia Bejani, Gwen Deniol. Donc là, on pourrait faire une analogie notamment avec les pratiques d'ASMR qu'on voit, qui sont très florissantes sur YouTube. L'emprunt de musique existante, etc., etc. Je ne peux pas toutes les énumérer. Le recours à la technique, généralement autodidacte et pour ainsi dire décomplexé, sert la dimension ludique de l'écriture en donnant la priorité non pas à la performance technique, mais à l'invention et au plaisir, pour reprendre une notion chère à Barthes. On pourrait ainsi rapprocher cette nouvelle figure de l'écrivain youtubeur du professionnel amateur tel qu'il a été pensé par Patrice Flichy dans son fameux ouvrage, Le sacre de l'amateur. Je cite la façon dont il définit cette notion. Grâce aux instruments fournis par l'informatique et par Internet, les nouveaux amateurs ont acquis des savoirs et des savoir-faire qui leur permettent de rivaliser avec les experts. On voit apparaître un nouveau type d'individu, le pro-am pour professionnel amateur. Fin de la citation. Loin de l'éthos de l'écrivain traditionnel sacré par la singularité de son talent et de son style, l'écrivain youtubeur se positionnerait en semi-amateur dans un espace de pratique ludique et collective. Cette conception pointe néanmoins une question fondamentale et sur laquelle j'aimerais insister, à savoir le besoin de nouveaux processus de légitimation pour une figure d'auteur qui serait autrement condamnée à se voir renvoyer au statut d'écrivain amateur, par opposition aux écrivains publiés en maison d'édition et reconnus par les institutions culturelles, que ce soit le CNL, France Culture, la Société des gens de lettres, etc. Alors François Bon revient très bien sur ces questions à l'occasion d'un billet publié sur le site des rencontres à Évry, dont je vous ai donné l'adresse dans une diapo précédente. Je vous mets ici un extrait du billet que, de la même façon, je vous invite à lire dans son intégralité, qui n'est d'ailleurs pas très long. Mais
que j'ai recopié ici avec quelques coupes, je vous le lis. Me suis plusieurs fois vu renvoyer cette année le terme bricoleur, bricolage. Or, il se trouve que je suis hyper mauvais dans la catégorie plomberie et pas forcément meilleur dans les ISO ou le PHP. On fait du YouTube, plateforme populaire avec les moyens du bord, un petit zoom, un téléphone ou un Canon compact et embarqué. Les gens sérieux, eux, ils font des livres ou bien montent des productions avec France Culture ou France Télévisions Nouvelle Écriture. Mais si au contraire on considère l'écriture, la conception, la réalisation, l'édition et la diffusion d'objets web au niveau symbolique des autres productions, alors comment l'imposer? Comment en obtenir des initiatives permettant la commande et la production? Qu'est-ce qu'on bouscule esthétiquement, que les dispositifs de production plus lourds ne garantissent pas? Et qu'est-ce qu'on gagne avec ingé-son et possibilité de travail en équipe à pouvoir dignement travailler ensemble? Voire même, y a-t-il un nom pour ces œuvres? Alors, il me semble qu'on a là, finalement, les vraies questions, les questions qui sont fondamentales. C'est-à-dire que pour comprendre toute la pertinence de ce rapprochement de la figure octoriale et de celle du bricoleur, il faut plutôt l'aborder au prisme de sa dimension littéraire, esthétique, en considérant aussi la fonction d'atelier assumée par YouTube ou, selon les mots de Gilles Bonnet, de laboratoire de création littéraire. En s'appropriant certains usages de la plateforme, les écrivains reprennent en fait à leur compte une esthétique YouTube qui remet en jeu les codes et les valeurs de la littérature en déplaçant ses lignes formelles, voire en renouant avec certaines traditions plus anciennes comme la culture orale. Je n'aurai là aussi pas le temps d'être exhaustive, je vais me concentrer sur quelques points, mais pour commencer, l'amateurisme quasi revendiqué de la prise d'image traduit un projet littéraire. C'est-à-dire que l'usage des technologies nomades, soit d'un petit appareil compact, soit d'un téléphone portable, permet à l'écrivain de fondre son geste de filmeur dans ses gestes quotidiens, puisqu'on remarque que pour la majorité des écrivains et écrivaines qui font de la vidéo, les images ont été enregistrées par l'écrivain lui-même et ont donc, elles aussi, partagent l'octorialité du texte. À la marge des standards cinématographiques, la vidéoécriture se fait plutôt dans le sillon du pocket film, au sens où l'intermédiaire technique se fait le plus discret et malléable possible. L'image enregistrée se veut ainsi un fragment du réel, non pas fabriqué ni transformé, mais saisi tel quel, dans toute son authenticité et sa contingence. Je cite ici les propos d'Arnaud de la Cotte, qui écrit dans son ouvrage et analyse ses propres pratiques. Le filmeur n'interrompt jamais le cours des choses, il les prend comme elles arrivent. Parfois, il anticipe, se pose, cadre, laisse venir, mais la plupart du temps, il saisit le monde dans la surprise et la précipitation. Cet effet de prise spontanée, en cherchant à invisibiliser autant que possible le processus de médiation, permet de revendiquer une écriture du corps, entendue comme lieu d'interaction avec le monde. L'écrivain-filmeur saisit le réel du regard, de l'ouïe et de la main. Ainsi réactive-t-il la fonction haptique d'une écriture qui ne se contente pas de faire voir, mais qui donne à toucher le monde. Par là, c'est aussi une mutation du support écrit qui s'opère. L'écrivain, via la prise de vue, semble écrire à même les images, soit, pour reprendre encore une expression d'Arnaud de la Cotte, à même la peau du monde. Ce qui, d'ailleurs, fait penser à Merleau-Ponty, mais je ne développerai pas ici, je n'aurai pas le temps. La collecte d'images, alors, s'apparente à une sorte de sérendipité assumée de la création, donnée d'emblée comme expérience vécue. Les images enregistrées deviennent à la fois documents d'un monde et traces d'un passage. Elles se stockent temporairement sur la mémoire de l'appareil, plus durablement sur disque dur, voire sous forme de rush, aussi innombrable que le réel est illimité. Par ce cumul, parfois réalisé sur des mois, voire des années, elles en viennent à construire une archive du réel expérimentée par l'écrivain. L'idée d'une temporalité reconstruite par l'image est notamment très présente dans les pratiques de journal filmé. Dans le journal de Michel Brosseau, réalisé le 1er janvier 2021, on entend l'auteur dire en voix off, je le cite, « La mémoire des images se superpose au réel ». Et plus loin, dans la même vidéo, tenir ce journal, c'est davantage prendre conscience du palimpseste que nous sommes.
Filmer en mouvement, ce n'est donc pas seulement multiplier les lieux, étendre les espaces, c'est aussi produire une matière temporelle à travers les strates du regard, avec laquelle ensuite l'écrivain est amené à composer, à écrire. Deuxième point, deuxième pratique qui est propre à l'écosystème YouTube, mais finalement que l'on retrouve chez les écrivains, c'est l'écriture par recyclage de matériaux multimédia existants. Le numérique a cette particularité d'encourager le recyclage de contenus à partir de collections numériques déjà constituées, soit des dossiers personnels et privés, tels que les archives familiales, soit des médiathèques et des hébergeurs de contenus publics, à l'instar des plateformes YouTube, Vimeo, archive.org, ou des banques de stock footage sur lesquelles se trouve un certain nombre de photos et vidéos libres de droit, et je ne mentionne même pas toutes les pages web dans lesquelles il est toujours possible, plus ou moins légalement, de puiser du contenu pour le réutiliser. L'écrivain écrit à partir des éléments qu'il glane ainsi de façon plus ou moins fortuite, là aussi dans une sérendipité de la déambulation numérique, à laquelle Louise Merzaux associe d'ailleurs la notion plus poétique de flânerie. La création sur la plateforme YouTube favorise d'autant plus l'emprunt d'autres contenus YouTube dans une visée de recréation ludique et collective, à l'instar des pratiques de mash-up, que là aussi on retrouve beaucoup chez les youtubeurs. De cette façon, la vidéoécriture fait coexister sans distinction des images et des sons de la sphère publique et privée, inédites et patrimoniales, nativement numériques et remédiées. Elle se place d'emblée à fleur d'un réel composite et collectif. En conséquence, par la vidéoécriture, l'objet littéraire n'est moins d'un projet et d'une forme fixée a priori que des matériaux eux-mêmes et du mouvement interne qui va émerger de leur rencontre. S'il se situe du côté du bricolage, ce serait donc finalement beaucoup plus tel qu'il est théorisé par Lévi-Strauss, c'est-à-dire avec l'idée de la récupération et du recyclage de signes déjà là. Dans cette acception qui surpasse largement la question des pratiques amateurs, le bricoleur parle, je cite Lévi-Strauss, non seulement avec les choses, mais aussi au moyen des choses. C'est-à-dire que l'écrivain fait parler le réel et se fait lui-même parler en tant qu'il est partie prenante de ce réel. Inscrire l'écrivain YouTube dans cette pratique créative du bricolage, c'est se détacher d'une conception à la fois logo et égocentrée de la littérature. Les images et les sons prises comme matériaux viennent directement contribuer au façonnement de l'œuvre littéraire en étant ensuite recyclés, remaniés, réinvestis par l'écrivain. Dans cette intermédialité, l'écriture a lieu sur la table de montage. Elle se réalise dans l'assemblage des éléments multimédia qui entrent en relation et qui créent ensemble un nouveau système de signification, soit, pour reprendre l'origine même du mot texte, par tissage. J'en arrive à mon dernier point, qui va être un petit peu plus critique peut-être. C'est que les usages de YouTube ne se limitent pas à leur fonction créative. Force est de constater que les écrivains s'en emparent très largement pour sa dimension sociale, en s'inscrivant eux-mêmes dans des pratiques collectives et des dynamiques communautaires. Car YouTube, à la différence d'autres hébergeurs de contenu, je l'ai dit, comme Vimeo ou Dailymotion, est aussi un réseau social. Il offre la possibilité aux écrivains de mettre en place des stratégies d'identification collective et de reconnaissance par le groupe. On retrouve tout d'abord une mise en avant du collectif par les nombreuses collaborations entre écrivains ou entre écrivains et musiciens, par exemple, sur le principe du featuring. Alors j'ai mis ici quelques captures d'écran en ciblant sur les titres, simplement pour vous montrer justement ces entrelacements permanents entre créateurs, créatrices, et notamment cette capture d'écran d'une discussion entre François Bon et Gwen Deniol pour préparer les fameuses rencontres à Évry de la semaine prochaine. Non seulement ces pratiques permettent de faire dialoguer des compétences artistiques en renforçant la dimension intermédiaire de l'écriture, mais elles participent à la logique des communautés YouTube par le tissage de liens entre les différentes chaînes et l'effort de mutualisation des abonnés. Les co-citations régulières, les échanges entre auteurs dans les fils de commentaires ou encore les repartages des uns et des autres sur les réseaux parallèles, notamment Twitter et Facebook, participent au façonnement d'une véritable communauté littéraire, mais qui emprunte au code des communautés en ligne. Ainsi, certaines initiatives s'inscrivent-elles dans l'esprit des challenges entre youtubeurs, comme le défi Aventaire,
lancé par Guillaume Singal en décembre 2020, qui invitait des écrivains YouTube à présenter durant les 24 jours de décembre qui précèdent Noël, l'Avent, d'autres chaînes YouTube jusqu'ici peu visibilisées. Et vous avez ici l'exemple de l'écrivaine Juliette Cortez qui s'est prêtée à l'exercice en dédiant un certain nombre de vidéos à la mise en visibilité de chaînes d'autres écrivains, dont vous voyez ici Ista Pousse, Annie Brabant, Gwen de Nieul, Mylène Tournier, Gracia Béjani, Michel Brosseau et Arnaud de la Cotte, que j'ai déjà cités, etc. En plus de ces interactions permanentes qui renforcent la formation de la communauté, son identification passe par une série de hashtags qui tendent aujourd'hui à se stabiliser. Et sous les différentes vidéos, vous retrouverez de façon assez récurrente le hashtag vidéo-écriture, le hashtag littératube, qui emprunte donc ce terme qui a été porté par Gilles Bonnet, Gaël Théval et Erika Fulop. Et puis, quand il s'agit plutôt de poésie, le hashtag vidéopoème. De cette façon, les écrivains YouTube mettent en place un processus d'identification collective et de légitimation par le groupe. Contrairement au travail de singularisation des institutions littéraires traditionnelles, l'écrivain YouTube acquiert son statut d'auteur par son appartenance à la communauté et sa participation à l'élaboration d'un ethos collectif. C'est dire que l'image de groupe, construite par les interactions socio-discursives en ligne, assure la construction identitaire d'un nous pluriel qui aide par extension à affirmer l'éthos du jeu singulier. À cet égard, la communauté littératube occupe plusieurs fonctions. Là aussi, je vais passer très vite, trop vite sans doute. Dans un premier temps, cette communauté établit son identité en déterminant ce qui la définit comme communauté littéraire et ce qui la distingue des communautés existantes. Dans son ouvrage sur la présentation de soi, Ruth Amossi rappelle que toute construction identitaire passe par un processus de stéréotypage, je la cite, qui inclut la différenciation avec les autres groupes. Ici, il est clair que la représentation de l'écrivain YouTube joue autant de l'imaginaire socio-discursif de l'écrivain qui fait œuvre aux prises avec son temps, que de la rupture avec une représentation sociale de l'écrivain institutionnalisé, écrivain intellectuel, voire écrivain bourgeois. Dans un second temps, la communauté offre la possibilité d'une reconnaissance par les pairs. L'éthos singulier de l'écrivain YouTube est appuyé par le nombre de partages, de citations, de commentaires et de likes des autres membres de la communauté qui lui offrent de fait une légitimation de sa propre figure octoriale. Cette identification et cette légitimation par la communauté numérique semblent d'autant plus opérantes dans le cas des littératubeurs, si on peut les nommer ainsi, qu'elle finit par s'ancrer dans une réalité sociale. Loin d'être cantonnée dans le virtuel, elle donne lieu à des rencontres et des réunions qui visent à renforcer les interactions de l'endogroupe. Citons par exemple les dîners littératubes qui sont organisés quasi annuellement à Paris, d'abord je crois sur l'initiative de Gwen de Nieul, si je ne dis pas de bêtises, ou les rencontres nationales qui auront lieu à Évry dans 10 jours. C'est un modèle social, horizontal, ouvert et décentralisé qui tend ainsi à se mettre en place à rebours de la verticalité des institutions traditionnelles. Ce nouveau processus de légitimation de l'écrivain emprunte directement à un imaginaire du numérique tel qu'il a modelé la cyberculture et qui valorise les formes de coopération horizontale par opposition à la rigidité hiérarchique des institutions politiques, économiques et culturelles. Servan l'a très bien montré, notamment avec la déclaration d'indépendance du cyberespace, donc je ne vais pas y revenir, mais il me semble que c'est bien cet imaginaire qui est mis en acte aussi ici. Pour autant, dans cette représentation de l'espace numérique, qui confine parfois au mythe ou à l'utopie, la singularisation de l'écrivain reste une gageure. Car en se légitimant par le biais de la communauté YouTube, l'écrivain court le risque de brader ce fameux régime de singularité qui façonne l'imaginaire socio-discursif de l'écrivain et de la figure octoriale. Dans Être écrivain, Nathalie Heinick expose bien cette double injonction du collectif et du singulier à laquelle doit répondre celui qui écrit. Je la cite, « Les activités de la création autorisent la mise en pratique professionnelle des valeurs de singularité. Elles offrent donc une prise de choix à l'observation de cette tension entre deux principes de grandeur, deux façons de construire de la valeur, le régime de communauté reposant sur un impératif d'équité qui privilégie le social, le général, le collectif, l'impersonnel, le public, et le régime de singularité
reposant sur un impératif d'authenticité qui privilégie le sujet, le particulier, l'individuel, le personnel, le privé. Alors concernant la littérature, peut-être touche-t-on là à une aporie. Le régime de communauté semble prendre le pas sur le régime de singularité, si bien que les écrivains YouTube, tout en se tenant relativement en marge de l'industrie littéraire, ne cessent pas pour autant de recourir aux livres et aux instances de légitimation traditionnelles pour asseoir leur ethos personnel, soit en amont des publications YouTube. Alors évidemment, François Bon en est un très bon exemple, puisqu'il a reçu sa légitimité d'écrivain en publiant largement à compte d'éditeur avant de passer sur YouTube. Il y en a d'autres, je pourrais citer notamment Charles Penquin, qui publie aussi à rythme assez fréquent des vidéos YouTube. Soit la publication par le livre va se faire plutôt en aval, et je vais citer comme exemple les recueils poétiques qui ont récemment été publiés par Mylène Tournier aux éditions L'Hurlure, et dont l'un vient d'être récompensé par le prix de la Société des gens de lettres 2021. Je conclurai ainsi par ce constat d'un élargissement des pratiques d'écriture intermédiale avec et hors du livre, on l'a déjà dit, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours de multiplier les espaces qui font de plus en plus du texte un objet flottant, hybride, évolutif, selon les matérialités et les supports. YouTube, par l'économie qui lui est propre, reconfigure les dynamiques du milieu littéraire. Elle ouvre ainsi peut-être à de nouvelles questions sur la façon dont l'écrivain, en hétérogénéisant ses lieux de création et ses pratiques, peut construire son identité à partir de ses interactions plutôt que de son œuvre. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci Marine. Je crois qu'on a reconnu dans ces problématiques finales sur l'institutionnalisation. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de notes, des choses qu'on avait déjà croisées autour du Général Instinct. Merci. Au fond, on aurait presque envie de voir ton propre travail sur YouTube, mais je crois que tu figures dans le répertoire des 60 noms que tu évoquais au début. Merci de ce champ littéraire. On connaissait les booktubeurs et les booktubeuses, mais on découvre ces créations qui parfois évoquent Chris Marker, parfois évoquent des récits intimistes, parfois évoquent encore d'autres modèles. Des questions dans la salle, en ligne, sur cette grande table de la Fondation Primoli, du côté de Vincent, encore possible ? Oui, est-ce que Béatrice, vous voulez bien venir devant ce micro ? Donc Béatrice Lefebvre-Côté. Je ne sais pas regarder. Je vous remercie pour cette communication, un monde complètement nouveau qui s'ouvre à moi ici. Alors c'est en tant que personne qui n'y connaît rien que je voulais vous poser cette question. Donc YouTube fonctionne avec le principe d'abonnés qui vont suivre des pages, puis aussi une grande place accordée aux commentaires sous les vidéos, commentaires qui parfois sont plus intéressants même que les vidéos. Donc est-ce que ça fonctionne aussi comme ça pour Littératube, ou c'est une communauté où ceux qui produisent sont aussi ceux qui se livrent, qui écrivent et qui écoutent, ou est-ce que ça rejoint un public plus large? Et ma sous-question qui est liée à ça, c'est que vous avez parlé de comment ils ont aussi leurs propres institutions, qui sont un peu à côté des institutions littéraires, même si il y a une volonté d'appartenir aussi au mode d'édition papier. Donc, comment se fait la réception de ces textes lus ou de ces œuvres sur YouTube? Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette question. Enfin, ces questions d'ailleurs qui sont importantes, très larges aussi. Je ne sais pas si je serais capable d'y répondre complètement, ne serait-ce que parce que j'ai pas toujours les informations. On aimerait beaucoup savoir quels sont les internautes qui visualisent les vidéos. C'est pas toujours facile de le savoir exactement. Ce qui est clair malgré tout, c'est qu'à l'heure actuelle, ces pratiques restent une niche et que on le voit quand justement on a ces commentaires qui rendent un petit peu visibles ceux qui regardent, qu'il s'agit plutôt d'une communauté effectivement qui commente
les vidéos des uns et des autres, mais souvent ceux qui regardent sont des gens qui sont soit engagés complètement dans des pratiques d'écriture vidéo, soit au moins intéressés par la littérature. Alors parfois ce sont des lecteurs habitués à une littérature plus traditionnelle, je dirais, au moins dans sa forme. Mais c'est une communauté qui reste très littéraire, ce qui est intéressant d'ailleurs, puisqu'on réussit finalement à identifier un lectorat littéraire plus que par exemple cinématographique ou autre. Et c'est vrai que les interactions que j'ai un petit peu mentionnées là, qui sont importantes pour construire cette communauté qui n'est pas du tout fermée pour autant, hein, qui est une communauté qui se veut très ouverte et très évolutive, se construit aussi grâce justement à ces pratiques de commentaires. Et je sais qu'on a l'occasion parfois de se rencontrer ou de découvrir des nouvelles chaînes grâce aux commentaires qui sont laissés sous les vidéos. Donc c'est finalement une pratique qui est assez précieuse puisqu'elle permet aussi la découverte. Et donc on est déjà dans une socialisation des pratiques littéraires par le simple fait de publier et de pouvoir lire assez immédiatement les commentaires de ceux qui vont regarder. Et puis alors, je ne sais plus quelle était l'autre question. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. C'était très complet, effectivement. Merci pour ce rappel de l'interactivité très, très prolifique. Est-ce que, Benoît, tu te verrais devenir écrivain sur YouTube? Non. Est-ce que Général Instinct se verrait devenir écrivain sur YouTube? Probablement. Oui, probablement. Est-ce qu'il y a des fantômes sur YouTube? C'est une question à Marine. Est-ce qu'il y a des écrivains fantômes sur YouTube? Est-ce qu'il y a des fantômes d'écrivains sur YouTube aussi? Ah oui, sans doute. Il y a Tarkos notamment. Il y a Tarkos, ouais, auquel il faut rendre hommage et dont je dois rappeler que le deuxième volume des œuvres vient de paraître il y a quelques jours et c'est vraiment une parution vraiment importante pour notre moment contemporain. Une dernière question encore, oui. Est-ce que Beatrice, tu veux bien venir au micro? On pensait qu'on n'avait qu'une seule Béatrice, mais en fait on en a deux. On est vraiment en Italie. Non, moi j'avais une question. Moi je travaille sur. Moi aussi je travaille sur les réseaux sociaux donc sur les auteurs, enfin sur le concept d'auteur par le prisme des réseaux sociaux. Et Monsieur Jeffel m'a indiqué aussi votre travail et le répertoire que vous avez composé. Mais pour l'instant, j'ai commencé, je suis en première année de doctorat, donc je me suis surtout arrêtée sur les réseaux sociaux. Je dirais pas principal parce que YouTube aussi c'est un réseau social. Mais justement, la question était. Donc j'ai regardé surtout Instagram, Twitter et Facebook pour l'instant. Et effectivement, YouTube, la fonction réseaux sociaux sur YouTube est quelque part secondaire. Enfin, on la voit moins, je trouve, en tant qu'utilisateur. Donc, comme personnes qui n'ont pas un profil comme moi. Et ce que je voulais savoir, en fait, la question que je voudrais vous poser, parce que de ce que je peux voir donc sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter désolée, je suis un peu fatiguée à la fin de la journée. Mais en fait, c'est que sur ces réseaux sociaux-là, la dimension de singularité est beaucoup plus présente. C'est des réseaux sociaux où vraiment la figure de l'auteur est extrêmement centralisée, où les profils sont extrêmement centrés sur ce qu'il fait, sur sa personne, sur son visage, etc. Et il y a un aspect communautaire qu'on peut remarquer des commentaires et quelques fois de partage de photos avec des amis, mais c'est absolument un deuxième plan par rapport à au côté de représentance quelque part de leur personne. Et donc ce que je voulais vous demander, c'est à quel point, à votre avis, le fait de faire
de faire de la création artistique, même si à l'état d'amateur, en fait, contribue à cette union même entre profils différents et personnes différentes. Je ne sais pas si ça se comprend comme question. Mais enfin, en fait, dans quelle mesure le fait d'être des amateurs et de vous entraider dans votre création participe à cette communauté? Et donc, est-ce que vous voyez qu'une fois qu'effectivement une personne se singularise aussi du point de vue technique, elle sort de la communauté ou pas? Ça se comprend un peu plus comme question? Oui, merci. Là aussi, je pense que vous êtes vous êtes en passe de devenir beaucoup plus experte que moi pour répondre à cette question. Donc, c'est moi, je vais répondre vraiment en tant qu'amatrice, justement. Mais je pense que... Alors, c'est effectivement les pratiques qui vont sans doute faire se rencontrer les écrivaines, écrivains de cette communauté. N'empêche qu'on n'est pas non plus on est dans un amateurisme que je disais, qui est justement très discutable d'ailleurs, et qui serait technique, enfin du côté de la technique, mais avec en revanche une volonté de s'identifier d'emblée en tant qu'écrivain non amateur. Et c'est là que se situe peut-être tout le travail de légitimation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est dans une sorte de spontanéité des pratiques et dans l'exploration et le ludisme et la marge que pour autant on n'est pas aussi dans une création littéraire tout à fait légitime en tant que telle. Et je pense que la tension, elle est là. Et donc, il y a quand même une volonté aussi de se rendre... alors, expert, je ne sais pas si on peut l'utiliser pour parler d'écrivains et d'écrivaines, mais en tout cas auteur, au sens plein du terme. Ce qui va distinguer de youtubeurs qui vont se contenter de faire acte de parole face cam dans leur chambre, sans avoir forcément cette volonté de devenir écrivain, d'être écrivain, ou en tout cas d'avoir une parole littéraire dans leurs vidéos. Donc je pense quand même que c'est l'intention littéraire, peut-être plus encore que la pratique, qui va être un petit peu le cœur de ces rencontres, de ces entrecroisements, de ces dialogues. Et c'est pour ça que la question littéraire reste, à mon avis, centrale. Alors qu'on a une hétérogénéité des pratiques, une hétérogénéité des esthétiques aussi, mais toujours avec la volonté de s'associer à soit à une figure, soit à un héritage littéraire plus vaste. Merci Marine. Je vous propose qu'on applaudisse une dernière fois les participants. Je vous donne rendez-vous